Bonsoir très chers téléspectateurs, avec la même énergie, vous que nous suivez sur Kin 24 Télévision et Kin 24 FM, nous sommes très heureux de vous recevoir pour ce nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Vous avez appelé de la Centrafrique, Libreville, Brazzaville, Kinshasa, vous avez appelé de Kindu, Ituri, Maniema, vous avez appelé de Goma, Bukavu, Walungu, vous avez appelé de Kisangani, merci pour vos appels. Grâce à vos suggestions et propositions, nous revenons encore auprès du programme multisectoriel de lutte contre le sida en République démocratique du Congo pour parler de vos propositions, parler de vos questionnements avec notre invité de ce soir qui nous reçoit, le professeur Liévin Kapin. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Professeur, c'est toujours avec beaucoup d'honneur que nous venons à votre rencontre, parce que vous êtes la bouche autorisée du PNMLS. Professeur, lors de notre entretien passé, nous étions en train de parler d'identifiants par rapport aux personnes vivant avec le VIH-Sida, et beaucoup de nos téléspectateurs auditeurs ont posé des questions, et c'est autour de cela que va tourner notre entretien de ce soir et conclure avec votre message. Comment se porte le programme multisectoriel de lutte contre le VIH-Sida? Bien, c'est pas si en quelques jours les choses auront tellement changé. Je pense que ça va. Nous vivons le contexte du moment. Nous essayons de faire avec, et évidemment en essayant de ne pas décrocher de nos projets. D'accord. Quelle est l'actualité que nous pouvons retrouver? Disons que la dernière fois, nous avons parlé de l'identifiant unique. Donc, c'est un projet qui nous tient à cœur. Mais il y a évidemment d'autres projets, notamment comment accrocher davantage les médias et la presse, pour les, disons, aller spécialement sur la coalition de prévention primaire. Je pense que vous savez que la préoccupation pour l'instant, c'est que beaucoup a été investi, notamment en termes de médicaments, de laboratoires, mais il reste malgré tout la porte d'entrée qui n'est pas encore suffisamment bien fermée. Ça veut dire qu'il faut éviter de nouvelles infections. Si on maîtrise la situation avec le traitement, les gens peuvent vivre plus longtemps. Il ne faut pas non plus continuer à remplir le panier avec de nouvelles infections. Donc, il nous faut absolument aller vers la prévention primaire. Et là, comme je disais, nous pensons à la presse notamment pour pouvoir donner un peu plus d'informations correctes à la population. Cela peut effectivement servir dans cette prévention primaire. Professeur, ceux qui nous suivent à la maison, ceux qui ne sont pas initiés, qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre par prévention primaire? Ah oui, excusez-moi vraiment. Oui, la prévention primaire veut dire tout simplement une prévention donc contre une maladie. Ça veut dire empêcher que la maladie arrive, n'est-ce pas, que la maladie atteigne une personne humaine. Donc nous disons prévention primaire dans la mesure où ça concerne les personnes non encore frappées par la maladie. Je peux donner un exemple. Pour quand nous avons le choléra, on enseigne aux enfants, on dit aux enfants, attention, il faut laver les mains, il faut bien couvrir les aliments pour que les mouches n'atteignent pas le... Donc cette stratégie empêche les mouches éventuellement de porter le microbe de choléra. Donc c'est ça la prévention primaire. Mais à côté, vous avez la prévention secondaire qui concerne les personnes déjà atteintes. Ça veut dire, lorsque vous avez quelqu'un qui est déjà atteint, mais qui n'est pas encore, pas nécessairement en train de développer les manifestations, on lui donne des médicaments pour qu'il soit guéri avant de pouvoir transmettre aux autres. Donc là, on est au niveau secondaire. Mais alors, au niveau tertiaire, c'est quand vous avez des personnes qui ont souffert de la maladie, qui portent des séquelles, pour lesquelles on doit entreprendre certaines actions pour que leur intégration, notamment dans la société. Évidemment, j'ai essayé de simplifier. J'espère que les téléspectateurs pourront comprendre ce que j'ai dit. Professeur, merci pour la brèche ouverte.
Donc, nous voyons que la prise en charge d'une maladie, par exemple, dans la lutte contre le VIH/SIDA, c'est à 3 étapes, primaire, secondaire et tertiaire aussi. Oui, là, nous commençons avec la prévention primaire. Quand vous parlez par rapport au VIH/SIDA, là, on parle de l'abstinence, on parle de quoi Oui, disons que pour l'instant, comme heureusement que la médecine malgré tout avance et aussi les stratégies de prévention primaire ont beaucoup évolué. Vous vous souvenez que dans le temps, on ne parlait que des ABC. ABC, ça veut dire abstinence, fidélité, donc bonne fidélité et utilisation des condoms. Donc, le fait de s'abstenir de rapports sexuels, c'est évident qu'on ne peut pas attraper le sida. La deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où on est fidèle à un seul partenaire, le mari et sa femme, sans le vagabondage, il est possible aussi d'éviter l'infection. Et le troisièmement, c'était les condoms, l'utilisation des condoms, n'est-ce pas, qui permet de protéger la personne qui pourrait être infectée par son partenaire. Là, c'est pour éviter les comportements à risque. Oui, c'est ça. Donc, alors, ça veut dire quoi? La stratégie principale, c'est celle que vous venez d'évoquer, la communication pour le changement de comportement dans la société. Donc, éviter que le vagabondage, ainsi de suite. Si on arrive à maîtriser ça, ça signifie qu'on aura fait une bonne prévention primaire. Et la prévention auprès de jeunes pour leur sensibiliser à avoir un comportement correct, que ce comportement qui leur protégerait de ne pas contracter le VIH/SIDA. Comment vous y prenez, surtout par rapport à cette tranche d'âge-là bien particulière? Parce que eux entament la vie et ils voient la vie avec beaucoup de perspectives et des fois ils s'y prennent mal. Oui, disons que pour ce qui est des jeunes, je crois l'avoir déjà dit, nous avons toute une structure qui s'occupe de jeunes, qui voudrait rassembler évidemment tous les jeunes du pays, mais évidemment, nous sommes dans un pays de droit, chacun peut adhérer à la structure qui le mette le plus à l'aise. Nous avons officiellement un rassemblement des jeunes qui s'appelle RACOJ, Rassemblement des jeunes qui luttent contre le sida. C'est une structure nationale qui travaille avec nous, qui est en fait l'émanation du PNMLS et qui travaille avec nous, qui est, à mon sens, assez bien réparti dans le pays. Alors, ces jeunes qui, de par leur dicton qu'ils répètent souvent, ils veulent des choses pour eux, par eux-mêmes. Donc, nous ne pouvons que les accompagner. Donc, eux-mêmes, ils conçoivent leurs projets et nous sommes là pour les soutenir, pour qu'ils mettent en route ces projets. C'est comme ça, par exemple, vous avez des centres d'écoute qui sont quelque part, il y en a quelques-uns dans la ville. Vous avez des émissions parfois qui sont animées par ces jeunes. Vous avez aussi, comment on appelle, des centres de dépistage qu'ils essaient d'implanter avec évidemment le concours des adultes. Donc voilà quelques exemples. Professeur, depuis Béni, il y a un groupe de jeunes qui a contacté la rédaction du magazine Genre et Volontariat pour pouvoir entrer en contact avec le programme national multisectoriel de lutte contre le VIH/SIDA, à l'occurrence votre structure que vous dirigez. Ils ont un message, ils voudraient avoir ces outils pour pouvoir vulgariser ce message de lutte contre le VIH/SIDA auprès des jeunes. Par exemple, une telle structure, quelle est la démarche qu'ils doivent faire pour entrer en contact avec le programme? Il n'y a pas vraiment de barrière. Je crois que nos portes sont largement ouvertes. Il faut savoir qu'à Béni c'est la province d'Ituri, non? Voilà. Oui, dans la province d'Ituri, nous avons un représentant de PNMLS. Donc, ils peuvent juste aller essayer de le localiser. Dans la province, à la limite, s'ils nous donnent le temps, nous pouvons leur envoyer les adresses et tout ça. À la limite aussi, ils peuvent voir sur notre site, pnmls.cd. Ils verront que la province d'Ituri se trouve là bien engagés dans la lutte contre le sida. Et donc, ils peuvent contacter notre collègue qui est sur place et aussi nous mettre en copie pour nous permettre aussi éventuellement de pouvoir intervenir parce que le niveau peut être différent selon
le projet qui aurait mis en place. Nos salutations à tous les jeunes qui nous suivent à Beni, à Luturi. Vraiment, recevez vos salutations du magazine Genre et Volontariat. Docteur, nous passons au degré suivant. Là, nous parlons des personnes infectées. Le comportement qu'ils doivent démontrer pour éviter la propagation, si on peut le dire, du VIH/SIDA. Vous avez une femme qui est en famille. Et comme il est recommandé, il faut aussi faire le test, se faire dépister par rapport au VIH/SIDA. Et on découvre qu'elle est malade. Quelle est l'attitude à prendre, professeur? Bien, je pense que c'est de continuer à faire confiance d'abord aux structures médicales qui l'ont dépisté. Et pouvoir finalement aller plus loin. Parce que le progrès scientifique aujourd'hui ont démontré qu'une femme enceinte qui est séropositive et qui prend régulièrement de façon convenable les antirétroviraux peut mettre au monde un enfant qui n'a pas d'infection. Et donc l'avantage des ARV à ce moment-là, c'est à deux niveaux. Pour la mère elle-même, donc le fait de prendre des ARV, elle va espérer pouvoir retrouver une santé solide jusqu'à l'accouchement. Le deuxième avantage, c'est que l'enfant pourra naître sans infection. Donc c'est un double avantage, à mon sens, qui n'est pas négligeable. Moi, je ne vois pas une mère qui pourrait volontairement vouloir transmettre l'infection à son enfant quand elle sait qu'elle a la possibilité de pouvoir l'éviter. Donc je pense qu'il faut faire confiance et insister pour que très vite, on commence le traitement antirétroviral. C'est ce traitement, en fait, qui va lui remettre un peu de santé, un peu plus de santé pour son accouchement, mais en plus pour le bébé. Donc, ça lui permettra, à la limite, après, même de pouvoir allaiter sans problème son enfant. Et l'approche de la prise en charge de la famille, du ménage. Parce Oui. que la femme vient de découvrir auprès du médecin qu'elle est séropositive. Maintenant, le ménage, tous ceux qui sont avec eux, quelle est la démarche que l'on doit mener? La démarche que nous préconisons de plus en plus, c'est que les femmes n'aillent pas faire la consultation seule. N'est-ce pas? La décision d'avoir un enfant, c'est toujours à deux. Même si parfois on est un peu distrait, mais disons que ça reste une décision de famille. Et donc, à ce titre-là, ça sert à rien de pouvoir se cacher. Il faut discuter de ça dans le foyer, d'abord avant le mariage. Les jeunes qui veulent se marier, il faut qu'ils fassent dépister. Il y en a effectivement qui peuvent en sortir avec un résultat positif. Mais cela n'empêche pas le mariage, parce que ce sont des cas maintenant que nous vivons chaque jour. Alors, plus on a des personnes à qui parler, mieux cela vaut. Parce qu'on n'a pas besoin de se cacher, au contraire, c'est la famille qui va aider, dit attention, c'est l'heure de prise de médicaments, et ça donne de très très bons résultats. Mais pouvoir garder tout seul, c'est déjà assez lourd comme problème, psychologiquement, c'est en fait toujours négatif par rapport à l'avenir. Donc, une femme, qui pourrait être séropositive, devrait s'entourer des confidences, et devrait aussi faire confiance au secteur médical. Et le mari, évidemment, il doit être au courant. Et on a intérêt. C'est peut-être que, elle est victime ou c'est elle qui, tous les deux sont victimes d'une situation qui était arrivée à un moment donné. Et pour eux et pour leurs enfants, c'est utile de pouvoir parler, de pouvoir éventuellement prendre les médicaments ensemble. Donc, professeur, le dialogue, l'échange autour de cette question qui reste un peu capitale doit être ouverte. Absolument. Un dialogue ouvert. Absolument. Donc ça aide à remonter le moral, absolument. À stabiliser oui. la psychologie du patient, oui. on peut le dire. Oui, c'est important. Et la société, quel doit être le regard de la société pour accompagner un tel ménage, un tel couple? Quel est le message? Comment nous devons reconnaître cela? Quel est le niveau de langage que nous devons avoir? Parce que la société aussi... Oui, la même compassion que nous avons par rapport aux personnes que nous visitons dans les hôpitaux, pardon. Mais c'est exactement la même chose qu'il faut avoir avec les personnes dans cette situation-là.
Bon, je vous assure, personnellement, j'ai fait une trentaine d'années à m'occuper de ces personnes. Je n'ai jamais été victime par rapport à ça. Donc, je pense que c'est cette compassion qui a fait que les gens, finalement, ont pu bénéficier de quelque chose quelque part. C'est pour ça que j'ai dit, il faut vraiment faire confiance. Il faut que la société ait le même regard de compassion. Pas de pitié. Non, pas de pitié. Juste de constater que ce qui arrive à telle personne peut m'arriver aussi. N'est-ce pas? Quelque part, je crois qu'on est tous un peu malades ou estropiés, hein? Même si on a l'air d'avoir une très belle mine, hein? Je ne sais pas s'il y a un homme parfait, ça je ne crois pas. Donc, nous devons en parler, c'est important. Absolument, je pense qu'il faut en parler. Il faut en parler, c'est la meilleure formule, parce qu'une fois on en a parlé, ce n'est plus un mythe, n'est-ce pas? Et donc, on va s'occuper d'autre chose. Mais si par contre on n'en parle pas, ça devient objet des rumeurs, des murmures, et là, ce n'est pas pour le bien, ni de la personne, ni de la communauté. Oui, je pense que la communauté a intérêt à bien accepter ces personnes, à bien les encadrer, pour le bien de toute la communauté. Professeur, j'ai reçu une question du Congo central. Un de nos téléspectateurs nous a appelé lorsque vous étiez en train d'expliquer par rapport à l'identifiant. Il dit oui, le professeur a raison, mais identifier les personnes vivant avec le VIH-Sida pour prétendre les aider, n'est-ce pas là une stigmatisation qui commence? Parce que déjà dans l'anonymat, quand il est connu que par le médecin et sa propre famille, c'est mieux, mais quand il faut l'élargir auprès d'une banque de données, qu'est-ce que vous pouvez dire pour rassurer toutes ces personnes? Je comprends pas, parce que une banque de données, ça ne parle pas. Une banque de données, il y a beaucoup de banques de données. Tous, nous espérons être électeurs bientôt. Nous sommes dans la base de données, la CENI. Mais est-ce qu'on peut savoir qui est dans la province du Congo central, qui est dans cette base de données? Je pense que les bases de données ne sont pas faites pour être mises à la disposition de n'importe qui. N'est-ce pas? Une base de données, c'est généralement très sécurisé. Je pense que vous pouvez poser la question à ceux qui le font, RTL, et tout ça, toutes ces personnes ont été consultées pour discuter de cette situation-là. Donc la base de données, elle reste une propriété, si vous voulez, fictive de la communauté. Donc on y touche que quand on en a besoin, qu'il y a un besoin qui est celui de savoir à qui on peut donner le médicament et quel médicament. Oui, moi je pense qu'au lieu d'avoir peur, l'identifiant unique favorise plutôt l'élimination de la discrimination. Peut-être que la personne qui a posé la question n'a pas eu vent de ce qui se passe actuellement en Afrique du Sud. Hein? Vous avez un comptoir comme les guichets de Roban, comme nous avons ici. Donc vous allez là-bas avec votre carte, hein? Vous introduisez votre carte et là-dedans vous avez les médicaments qui sortent par une autre voie et vous êtes parti. Voilà, c'est à peu près ça. C'est en fait à peu près à ça qu'on veut arriver. Moi, je ne vois pas comment on peut aller à la discrimination dans ce cas-là. Sinon, nous n'irons même plus chercher de l'argent à la banque, dans les guichets. Voilà. Et là, pour ce qui est des comptes bancaires, par exemple, donc vous êtes seul avec la banque, n'est-ce pas? Ce que vous avez dans votre compte, il n'y a personne d'autre qui va y accéder sans votre autorisation. C'est en fait ça. Donc nous voulons tout simplement améliorer l'accessibilité, n'est-ce pas, des personnes par rapport à leurs besoins qui doivent être satisfaits, c'est lui d'être traité correctement. Il y a un compatriote depuis Libreville qui a posé sa question, donc il faudrait que nous puissions l'acheminer aussi. Quel est le gain? Quel est le gain? Est-ce que la RDC est-il prêt à avoir de telles initiatives? C'était ça sa question depuis Libreville. Oui, moi je pense que, même à la limite, je dirais qu'on est un peu en retard. Hein, on est un peu en retard parce que bon, la nouvelle technologie, hein, je ne sais pas comment ça se passe, mais je crois que les pays africains sont sensiblement les mêmes. Aujourd'hui, vous avez les téléphones dans les villages, n'est-ce pas? Vous pouvez, même si les routes ne sont pas bonnes, vous pouvez parler avec quelqu'un dans votre village, éloigné de plusieurs milliers de kilomètres. Donc moi je trouve que il n'y a pas à avoir peur. C'est tout simplement l'application de la nouvelle technologie
qu'on maîtrise chaque jour davantage. Je crois que si la personne s'intéresse un peu avec ce qui se passe dans le monde, on est aujourd'hui capable d'irriguer son champ à distance. Alors qu'on est au bureau, on dit tiens, c'est l'heure qu'il faut que ma ferme reçoive son eau de la journée, et on pousse sur un bouton, ça marche. C'est en fait ça. Donc moi je pense au contraire qu'on est un peu en retard, parce que la nouvelle technologie a fait avancer beaucoup de choses. On évite les travaux de routine pour finalement se consacrer à l'essentiel, à ce qui fait avancer le monde. Professeur, il y avait aussi une question qui nous venait de Makiso, là, à Kisangani, une dame qui a posé un petit problème concernant les enfants vivant avec le VIH. Quelle est la prise en charge? Quelle est l'attitude quelle est l'attitude qu'on doit observer? Bon, l'attitude de... Ça, c'est vraiment les questions des téléspectateurs. Donc oui, ça veut dire, bon, c'est pas très bien, mais disons, je me dis qu'une maman qui a un enfant qui est séropositif. Ça peut être l'enfant d'une sœur, ça peut être, oui, c'est ça. Même comme nous l'avons souvent vécu, les grands-mères qui s'occupent des enfants séropositifs. Moi, je pense que c'est tout simplement être, comme je disais, avoir le regard de compassion. Mais il n'y a pas de raison de croire que ces enfants-là, en dehors du fait qu'ils doivent prendre leurs médicaments habituels, qu'ils seront moins performants dans leur vie. Nous en avons Est-ce qu'auprès de l'enfant, on peut l'annoncer, l'expliquer ce qu'il a? Non, là, évidemment, il faut y mettre les gants, comme on dit. Il faut y mettre des gants parce qu'il ne faut pas non plus le pousser à des réactions externes. Donc, il y a toute une psychologie, à mon sens, qu'il faut adopter à la limite, c'est de s'approcher des gens qui connaissent un peu la psychologie. Généralement, les pédiatres savent comment s'y prendre pour annoncer la nouvelle. C'est comme on en serait aussi pour maman, qu'est-ce que j'ai eu? Oui, on était à l'hôpital, qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant a le droit de savoir. Et donc, je pense qu'il ne faut pas en faire un tabou extraordinaire. Mais encore une fois, c'est de savoir comment le faire. L'enfant a droit à l'information pour que lui-même puisse aussi participer à la prise en charge de son état de santé. Il y a des tas de maladies en dehors de l'infection VIH qui prennent les enfants. Allez, je prends par exemple, il y a des cas de méningite. Et à la suite de méningite, un enfant qui a été pris tardivement aux soins, qui se retrouve avec une surdité, ou alors qui voit mal. Et cet enfant-là a le droit de vivre comme les autres. Il doit aller à l'école, il doit jouer avec ses amis. Et donc, il y a toutes ces choses, à mon sens, qui ne doivent pas faire ressortir spécialement l'infection à VIH par rapport à l'ensemble des situations que vive l'homme tout au long de sa vie. Docteur, nous passons au 3e stade. Ceux qui souffrent, qui ont besoin de soins. La prise en charge, ça se passe comment? Bon, pour le moment, il faut dire que l'État congolais a pris des engagements avec nos partenaires pour mettre à la disposition, spécialement dans les hôpitaux de l'État, pour pouvoir contrôler bien sûr la situation, des antirétroviraux gratuits. L'achat est pris en charge ailleurs. Parce que si chacun devait payer ses antirétroviraux, je ne suis pas sûr que tous nous pourrons y arriver. Et à côté de ça, évidemment, il faut progressivement que ça rentre dans ce que nous avons toujours fait quand quelqu'un est malade. Donc, quand vous arrivez, vous devez être identifié, vous avez votre fiche, et en plus, on fait le diagnostic, on fait le traitement, vous avez des périodes de rendez-vous, et c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Malheureusement, cette maladie est venue avec beaucoup de, accompagnée de beaucoup de stigmatisation. Et donc ça, c'est vraiment, je crois, nous en avons parlé dernièrement, c'est vraiment un des grands combats qui existent. Il y a des maladies pour lesquelles on devrait en parler davantage, mais nous n'avons jamais compris pourquoi spécialement l'infection VIH. Mais ce qui est certain, c'est que si on ne combat pas la discrimination et la stigmatisation,
tous les efforts que nous sommes en train de mener vont un jour se révéler nuls, puisque les personnes qui ne seront pas traitées vont être là à la réserve de l'infection. Et donc, à ce moment-là, bon, moi, je n'ai pas le contrôle du comportement de chacun. Hein, nous ne sommes pas sûrs que nous aurons fait vraiment du bon travail. Donc, il faut absolument bannir la discrimination mais c'est des choses qu'on vit ailleurs. Enfin, pas seulement à l'étranger, dans les pays européens. Il y a nos pays voisins où, bon, tout le monde sait que telle personne prend les ARV et même le moment venu, on lui rappelle. Est-ce que tu as pris tes ARV? Donc, on devrait arriver à peu près à ce niveau-là. Et je crois que ça fait solidarité. Et en plus, ça protège notre société. Professeur, il y a un téléspectateur qui nous a appelé pour dire, lorsque vous rencontrez le professeur, nous voulons comprendre c'est quoi un ARV? Qu'est-ce qu'on doit comprendre par ça? Ah oui. ARV, antirétroviraux, c'est quoi? Oui, en fait, ce sont des médicaments. Hein, les ARV sont des médicaments, on les appelle antirétroviraux, comme on appelle les cachets qui prennent aspirine, hein, tout comme on appelle... à quoi consiste ce produit? Quel est son produit, dans le corps? En fait, son nom tire des actions qui sont visées contre le virus. Hein, donc, anti, ça veut dire contre, rétrovirus, ça veut dire, en fait, le virus de sida, il se comporte de façon plus ou moins réverse ou inversée dans son cycle de vie. Hein, normalement, pour ceux qui connaissent un peu la biologie, hein, donc au niveau de la cellule, c'est le noyau qui commande. Ok? Mais il se fait que le virus, quand il entre dans le noyau, il attaque la partie externe du noyau et donne des instructions au noyau. Alors que ça devait être le contraire. Donc, il arrive à s'intégrer au noyau, donc au message qui se trouve dans les noyaux. Alors, le noyau se comporte comme si c'est lui qui fabriquait finalement les virus. Donc, c'est en fait par rapport à ce passage, on appelle ARN, donc des molécules qui se trouvent dans le cytoplasme, qui vont dans le noyau, et l'ADN. Donc, ARN, antirétroviraux, c'est en fait ça. Donc, les molécules qui peuvent bloquer ce mouvement inverse. Donc, ça bloque la progression du Ça bloque la progression du cycle de la production du virus. La communauté voudrait comprendre par rapport au VIH, SIDA, c'est ce délai. Il y a un patient, quelqu'un qui est malade, qui peut être gravement atteint dans moins d'années, mais il y a un autre qui peut garder son état pendant plus de 30 ans. À quoi ça s'explique, professeur? Ça, c'est justement ça la diversité de la biologie. C'est pour ça qu'il n'y a pas deux personnes identiques. Hein, ça, c'est d'abord ça. Même quand vous êtes né dans la même famille, hein, vous avez toujours peut-être des plus grands, des plus petits. Et donc, face à ce virus, le comportement peut être différent, hein, d'un individu à l'autre. Mais en général, on a reconnu 3 modes de vie. Il y en a qui sont très vite malades. Il y en a d'autres qui sont assez tardifs dans la manifestation de maladie. Il y en a d'autres même qui le gardent toute leur vie sans manifestation. Donc tout ça, c'est la biologie. Par exemple, professeur, celui qui garde le VIH/SIDA en lui, oui, pendant toute sa vie sans se manifester, oui, est-il malade? Bon, disons, quand nous voulons nous définir les malades, oui, c'est ce qu'on prend en charge. Dans cette définition-là, oui. Parce qu'il peut transmettre la maladie. Transmettre. Et les autres en C'est pour ça qu'on doit s'occuper, c'est pour ça qu'on s'occupe, on parle beaucoup plus de l'infection, hein, parce qu'en fait, avant, on voulait beaucoup plus s'appuyer sur le terme maladie, hein, mais je pense qu'il faut tout simplement, finalement, banaliser, parler tout simplement de l'infection. Donc, professeur, nous remarquons que là, l'intervention doit être faite sur le comportement. Le comportement. Par exemple, le comportement dans la prise de ARV, oui, dans la rencontre quotidienne avec le médecin. Oui. Je prends un cas, les professionnels de sexe qui travaillent en partenariat avec certaines de vos structures. Comment ça se passe par rapport aux professionnels de sexe?
Parce que eux, souvent, ont besoin d'être accompagnés pour Oui. ceux qui sont malades. Parce qu'ils n'arrêtent pas de faire leur métier. Oui, oui. Bon, disons que ça, c'est encore une fois, Et c'est puis un c'est phénomène. très sensible. Tout à fait. Là, on ne peut pas entrer en profondeur. Je comprends. C'est ça. Je pense que notre rôle à nous, c'est de pouvoir comprendre les phénomènes de société. Parce qu'en fait, lutter contre le sida, c'est en fait chercher à se développer. Donc, nous essayons de comprendre ce phénomène. Ces personnes qu'on appelle professionnels de sexe ont ça comme profession, comme leur mode de vie. Donc, sans jugement, nous devons leur expliquer le risque du métier, le risque de ce métier, et comment ils peuvent éventuellement se protéger et pouvoir protéger la société. Voilà, donc c'est en fait le rôle que jouent toutes les ONG auxquelles vous faites allusion, c'est pour, évidemment, autour de ces personnes, dans la mesure où c'est possible, leur permettre de sortir de ce métier, où le risque quand même est beaucoup plus important que par rapport aux autres qui ne font pas ce métier. Mais alors, pour ceux qui sont là-dedans, pouvoir mettre à leur disposition des moyens de se protéger, de protéger leurs partenaires. Et même quand ils sont infectés, il faut qu'ils prennent les médicaments parce que aussi la prise de médicaments protège, disons, réduit la transmission. Professeur, pourquoi je vais par rapport à cette taxe? Les professionnels des sexes sont identifiés, le sexe comme métier. Mais quand nous venons dans nos maisons, où il y a ce comportement de vagabondage sexuel, on voit une jeune étudiante, un jeune garçon, on s'est dit par exemple que lui ne peut pas être infecté et il a plusieurs partenaires. C'est un comportement à risque. Quelqu'un qui ne veut pas aller auprès d'un professionnel des sexes se tourne auprès d'une jeune fille, disons qu'elle est, par exemple, qu'elle a des valeurs vertueuses, qu'elle ne peut pas avoir le sida, mais tandis que le sida est plus dans nos maisons que dans la rue. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce comportement, afin que les gens se fassent dépister? Ces comportements de vagabondage sexuel, vous avez un étudiant qui va aller auprès d'une copine. Oui. Vous voyez cette ramification-là qui est encore très dangereux et silencieux, qui tue même. Comment parler? Parce que vous avez parlé de phénomène. Oui, je pense, vous avez peut-être raison, mais je ne dirais pas que le sida est dans nos maisons. Non, je ne confirme pas. Voilà. Je pense qu'effectivement, il y a un réel problème, phénomène actuel. Il y a quelques jours, j'ai entendu à Radio Okapi, on parlait de Ujana. Voilà. Je pense que ce sont des phénomènes, pour nous, qui nous interpellent. Parce que les enquêtes ont déjà démontré depuis longtemps que, en fait, à partir du fait que le problème de sexualité ne se discute pas dans les foyers, on se rend compte vite que les enfants, malgré tout, ont des rapports sexuels sans l'accord des parents, sans toutes ces règles et donc notre rôle à ce moment-là, c'est de considérer les personnes dans la famille. Ça veut dire commencer par les parents. Les parents doivent se mettre au niveau des enfants pour comprendre leurs besoins, pouvoir expliquer, et évidemment orienter ces jeunes qui prennent des décisions précoces, n'est-ce pas, de pouvoir leur dire attention, faites ceci, dans la mesure où, je crois que dans le temps c'était beaucoup plus facile, les jeunes filles avaient toujours leur maman comme confidente. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus le cas, parce que nous avons ouvert quelque part nous-mêmes les voies pour permettre aux jeunes de vite apprendre, peut-être plus vite que nous, par rapport à ce que nous avons comme bagage. Et donc, je pense qu'il faut prendre la famille dans son ensemble, parler aux parents. C'est pour ça que, encore une fois, nous avons un outil qui passe partout sans demander la permission. Je crois que vous la connaissez, c'est la presse. N'est-ce pas? L'information peut circuler partout, parents, mères, enfants, pas seulement la presse audiovisuelle, mais aussi les papiers qui circulent dans les écoles, dans les rues. Je pense que c'est ça qu'il nous faut pour finalement montrer aux jeunes. C'est vrai qu'on a toujours l'engouement de la jeunesse, mais c'est une période relativement courte.
Je crois que ça fait à partir de 25 ans, hein, arrive à 30 ans, on commence à devenir sage. Mais si on compte sur 70 ans, ça veut dire qu'on risque de porter un lourd fardeau, hein, jusqu'à la fin de la vie. Donc, je pense qu'il est effectivement important, raison d'ailleurs pour laquelle, pour le moment, je crois que vous êtes au courant, il y a cette activité qu'on appelle all-in. Qui veut dire? Ben, tout le monde dedans. Ça, en fait, c'est à peu près ça, hein, voilà. La traduction en anglais. En fait, qui s'occupe des adolescents, des jeunes et adolescents. Ça veut dire entre 10 et 19 ans, hein, nous sommes occupés à, disons, tous ceux qui interviennent dans la lutte ont maintenant le focus sur cette catégorie de jeunes, parce que c'est à ce moment-là où nous savons, légalement, ils ne sont pas encore responsables, mais sans l'autorisation légale, ils posent des actes des adultes. Hein, il y en a qui se marient ou qui ont des rapports sexuels, finalement, des grossesses. Donc, tous ces phénomènes fait que il faut des stratégies nouvelles. Hein, et c'est ça, je pense qu'on devrait parler un peu plus de ces all-in, hein, aux jeunes. Et c'est avec les jeunes eux-mêmes que nous travaillons. Ça veut dire, nous discutons avec eux pour leur dire qu'est-ce que vous avez comme besoin, qu'est-ce que vous aurez dû faire. Alors, avec eux, nous disons, voilà ce qu'on peut faire. Voilà ce qu'on ne peut pas faire. Mais ensemble, on se met d'accord sur les actions à mener pour aussi amener les autres jeunes à adopter des comportements responsables. Nous avons évoqué aussi ce phénomène Ujana, où les jeunes se prêtent à des comportements sexuels des adultes sans être adultes. Nous avons aussi ce comportement par rapport aux manicures, pédicures. Les gens sont habitués à le faire. Vous voyez un jeune passer dans la rue avec les produits de manicure, vous l'appelez, il vous fait les ongles sans stériliser et ça continue et rien n'est dit et rien n'est fait pour ce comportement cesse. Or, parmi les voies de transmission du VIH/SIDA, vous avez aussi le risque est là, mais c'est pas très évident. Oui. Mais il faut en parler. Oui. Donc, la lutte contre le VIH/SIDA est un problème de comportement. Absolument, oui. En grande partie, oui. Un problème de comportement. Oui. Les gens doivent changer leur comportement. Absolument. Est-ce que ce comportement n'est pas dû parce qu'on s'est dit, ah, ça arrive aux autres et nous faisons l'autruche, que le sida n'existe pas pour nous? Ça m'étonnerait dans notre pays, hein, parce que vous savez, les enquêtes, malgré tout, ont montré que presque au-delà de 85%, les gens ont entendu parler du sida. Ça signifie, quelque part, on sait que ça existe. Peut-être la façon de l'appréhender... Ou bien en prendre conscience. C'est ça, c'est différent. Mais maintenant, je pense que encore une fois, c'est ouvrir cette porte plus largement pour pouvoir donner les informations correctes, les informations pas nécessairement qui fait peur, mais les informations qui permettent aux gens finalement de prendre conscience et d'adopter un comportement responsable. Hein, donc, on ne peut pas non plus faire la police, hein, je ne crois pas. Nous sommes dans un pays de droit. Hein, chacun devrait faire ce qu'il pense qu'il peut l'épanouir, mais le devoir des autres, c'est aussi de le contraindre, n'est-ce pas, à réfléchir sur chaque acte. Donc, nous devons réfléchir sur chaque acte que nous posons. Absolument. Professeur, nous tendons déjà vers la fin de notre entretien. Quel est le message que nous pouvons retenir de votre passage dans ce numéro du magazine Genre et Volontaire? Nous savons que nous allons encore revenir vers vous pour d'autres numéros. Oui, je pense que le message maintenant, je pense qu'il faut que nous travaillions un peu plus, que nous travaillions davantage, parce que si nous parlons du sida dans ce pays depuis plus de 30 ans, et que le phénomène comme Ujana apparaisse au vu et au su de tout le monde, toutes ces personnes qui sont déjà au courant, avec tous les efforts qui sont consentis pour donner l'information au niveau des écoles, et comme la plupart, ça correspond avec les vacances, je pense qu'il y a quelque part que nous devons encore réfléchir. Nous devons reprendre notre façon de transmettre. Si ces jeunes ont adapté le phénomène Ujana, ils l'ont appris quelque part. Mais pourquoi est-ce que ces phénomènes doivent nous dévancer? Donc, il nous faut absolument qu'avec tout le monde, spécialement avec la presse, qu'on dévance
ce genre de comportement, hein, pour permettre finalement à nos jeunes d'être épargnés. Moi, je suis triste quand j'apprends ce genre de choses. Ça veut dire, nous laissons notre jeunesse se compromettre. Puisque légalement, nous sommes toujours responsables. Mais au nom de droits de l'homme, nous laissons les enfants faire n'importe quoi. Nous devons nous interpeller chaque jour, hein, pour voir comment préserver notre avenir. Quand je dis préserver notre avenir, c'est pas peut-être moi, parce que bientôt, bon, hein, avec un âge, mais je me dis, l'avenir de ce pays, l'avenir de cette nation dépend de cette jeunesse. Ceux qui étaient adolescents au moment où le sida a commencé, aujourd'hui sont des adultes responsables. N'est-ce pas? Ceux qui avaient 10, 15 ans aujourd'hui, ils sont au-delà de 40, 45 ans. Donc c'est eux qui nous dirigent aujourd'hui. Alors, comment est-ce que nous sommes en train d'oublier cette tranche d'âge des adolescents? Et quoi qu'il faut nous interpeller chaque jour pour peut-être, si tout le monde prend conscience de ce danger qui guette le pays, je pense qu'on va peut-être mieux se comporter par rapport à ces enfants. Yaya, leki ndek ozo kanga tika phénomène ujana, eza phénomène mabe. Soutien au latité, sous-vêtements au latité, ozo tambola. Papa nozo benga, yaya nozo luka, oebi état santé na ete. Okoya ko be la maladie, au baby si avenir. Avenir eza pona au baby sangote. Il faut que ma maman, obotabana, peut-être yonde pilote à lobby, yonde première dame à lobby, yonde maman ministre à lobby. Mais ceux qui ont mis bomi na ujana, ba papa, bandeko, botika phénomène na kolanda bana mike wa ujana. Professeur, merci pour votre passage au magazine Genre et Volontariat. Merci à mon équipe. Là, je vois José Golf Matadi, je vois Guigui Pouloulou. Merci à Kin 24 Télévision et Kin 24 FM. Merci à l'honorable Clément Zao. Un grand merci à l'agence d'Anve qui nous accompagne. Merci à l'agence Snack Prod Premium qui nous accompagne aussi. Ce magazine est monté et organisé de manière harmonieuse par Grady King Famila. Contre moi, je vous dis à la prochaine, toujours dans votre programme Genre et Volontariat, diffusé sur Kin 24 Télévision et Kin 24 FM. Ciao, à la prochaine.